Bon, bonjour à tous. Alors je vais pas passer par 4 chemins, on va refaire toute notre com pour notre shampoing Bubble Blue. Je veux qu'on mette le paquet sur l'écologie. Bon déjà c'est simple, je veux qu'on mette du vert partout. Et justement on n'est pas bien là. En pleine forêt, c'est mieux. Faut un logo qui respire la nature, un slogan qui fasse plaisir au GIEC, des labels maison que personne ne comprend, des arguments écologiques, en veux-tu, en voilà. Et puis mettez le paquet sur le recyclage de notre bouteille de shampoing et montrer combien notre liquide va protéger les ruisseaux. Bref, je veux qu'à l'issue de cette campagne, tout le monde croit partout qu'on va sauver la planète. Allez, au boulot. Alors tout ça m'a épuisé, pas vous? Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique commerciale en vogue, le greenwashing. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, définition. Alors, selon le Musée des Lettres, le greenwashing désigne une pratique purement marketing visant à donner une image faussement éco-responsable à une enseigne. Et ça, les entreprises ont bien compris l'importance du changement climatique. Quoique, c'est plus l'intérêt que les consommateurs ont pour cette question que le changement climatique lui-même. Donc, dans cet épisode, on va parler d'un terme absolument central en communication marketing et qui est aussi l'un de ses grands objectifs, se démarquer. On va donc parler de plusieurs choses dans cette vidéo. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi les entreprises mettent-elles autant d'énergie à paraître vertueuses sur le plan environnemental. Aussi, on va voir quelles sont leurs techniques pour essayer, nous, avec un œil averti, de les repérer. Et enfin, je vous donnerai quelques effets pervers du greenwashing sur la question environnementale. Je n'ai plus qu'à vous laisser entrer parce que c'est ouvert. Le sujet des dégradations environnementales est un sujet de plus en plus évoqué dans la rue, les médias ou même dans les conversations. Il n'aura donc échappé à personne que c'est une préoccupation grandissante dans un pays comme la France. L'un des objectifs principaux de la communication et du marketing pour les entreprises, c'est d'être connu par sa cible de consommateurs. Je l'ai dit en introduction, l'objectif est vraiment de se démarquer. Retenez bien ces 3 syllabes. C'est une question d'image de marque. Ainsi, pour augmenter leurs chances de voir leurs produits dans notre panier, il leur faut connaître les attentes de leurs potentiels clients. D'ailleurs, c'est valable autant pour un produit physique, comme le shampoing au début de cet épisode, que pour un service, comme le fait d'utiliser les plateformes de livraison de repas. Or, on vient de le dire, on attend de plus en plus que ce que l'on achète soit plus respectueux de l'environnement. Donc pour vendre une voiture électrique, par exemple, on ne va pas insister sur la symbolique, sur ce qu'elle représente, mais plutôt sur des critères comme le fait qu'elle ne soit pas émissive. Bien sûr, c'est plus ou moins marqué selon le public ciblé. Quand une entreprise a pour cible les 18-25 ans, il est tout à fait logique que l'argument écologique soit tout à fait primordial. Passer à côté serait se priver d'une partie de son public cible. Les enquêtes de l'ADEME le montrent d'ailleurs très bien, les nouvelles générations ont une sensibilité environnementale plus forte que les plus anciennes. C'est d'ailleurs à l'image de certaines manifestations qui ont mobilisé et rassemblé la jeunesse dans plusieurs pays sur ces questions écologiques en 2019 et qui ont été appelées les marches pour le climat. Imaginons maintenant que vous soyez une entreprise très connue de fast-food. Est-ce que vraiment vous allez axer votre communication uniquement sur le prix de vos burgers et pas sur l'enjeu environnemental après avoir vu ce qui s'est passé en 2019? Ce serait être mauvais en com que de dire oui. Et pourtant, j'ai pas un niveau de fou dans ce domaine. Sauf que, problème, tout le monde n'est pas d'accord avec certaines pratiques. Selon l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, autrement dit l'ARPP, c'est la police de la pub, je cite, « La publicité ne doit pas induire en erreur sur la réalité des actions de l'annonceur en matière de développement durable. » Donc ça ne pose pas problème qu'aux véritables écolos, mais aussi aux autorités d'État, puisque niveau concurrence, c'est pas dingue. Mais bon, on reviendra plus tard sur les effets du greenwashing. À présent, on va devoir endosser le rôle de Sherlock. Sherlock Holmes. On l'a compris, le but des entreprises, c'est d'avancer des arguments écologiques. Parce que l'écologie, c'est tendance. Souvent, ces arguments sont opaques et douteux, tout comme leur circuit de production. Il s'agit avant tout de donner une image éco-responsable auprès du consommateur. En clair, on nous dit « on va vous aider à sauver la planète ». Oh, excellent slogan, je prends. Pourtant, on reste dans une logique de recherche du profit et de croissance. Mais concrètement, quelles sont ces techniques?
Ça peut être dans un premier temps la mise en avant de la nature et de l'environnement par l'image. Dans un packaging, ça peut être la place centrale donnée à la couleur verte. Je suis allé sur plusieurs sites internet et c'est très intéressant de voir la place donnée à l'environnement. Elle est absolument centrale, y compris d'ailleurs pour les marques pour lesquelles on ne s'en douterait pas trop. C'est le cas du grand groupe pétrolier BP, pour qui la couleur verte est absolument prédominante. Et en plus, l'argument écologique est affiché dès la page d'accueil. C'est plutôt étonnant lorsque l'on sait que le groupe BP est l'un des groupes les plus importants concernant la production de pétrole. Le lien entre leur activité et la protection de l'environnement n'est pas évident. Plus communément, on retrouve ce genre de choses dans les supermarchés. On ne compte plus le nombre de bouteilles de shampoing qui arborent fièrement la couleur verte ou bien une feuille d'arbre, c'est au choix. Ensuite, la deuxième grande catégorie d'actions greenwashisantes, c'est les arguments avancés. Ça peut être dans la pub, le site internet, le packaging. Car oui, on peut mettre de belles images, mais il faut aussi convaincre les plus réticents. Première astuce, les allégations floues qui ne veulent pas dire grand-chose. Peut-être avez-vous déjà vu sur un paquet, par exemple, 100% d'origine naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va prendre un autre exemple, celui d'une publicité pour une piscine. Étant donné que je n'ai pas le droit de la diffuser ici, que je n'ai pas les droits, je vais vous la faire en voix off avec les images floutées. Ça donne ça. Restez connectés à la météo avec Machin Truc. Piscine intelligente, plus économique et plus écologique. Piscine Machin Truc, fini les contraintes, que du plaisir. Alors on essaie ici de nous faire comprendre que comme la piscine est intelligente, on met en place des technologies, alors elle est écologique. Mais aucunement on ne pose la question de l'eau. On avouera sans mal qu'en pleine période de sécheresse, remplir une piscine, aussi intelligente soit-elle, n'est pas des plus écologiques. Ici, le terme écologique est donc utilisé un peu comme une formule magique. Et moi je vous dis qu'on est écolo, après vous en faites ce que vous voulez. Pour aborder la technique suivante, on va rester dans le domaine de l'eau avec une entreprise qui produit et commercialise des bouteilles d'eau, Wattwiller. Leur site met en avant dès la page d'accueil que leur activité est neutre en carbone. Bon, outre le fait que ce soit une information difficile à vérifier, on va dire qu'on va leur faire confiance, ce n'est pas le problème principal de leur activité. Tenez, vous allez trouver tout seul. Quel est le problème principal lorsque l'on produit des bouteilles d'eau en plastique? Eh bien, le plastique. Et le plus dérangeant avec lui, c'est qu'il a vraiment de grandes conséquences sur l'environnement. Et donc dans ces cas-là, l'argument de l'entreprise, c'est de tout miser sur le recyclage. Le recyclage semble être alors le remède magique. J'ai déjà parlé de ses limites dans une autre vidéo, mais on peut bien se mettre dans la tête que lorsqu'une entreprise vous dit « on met le paquet sur le recyclage », c'est surtout pour ne rien changer du tout sur la question des déchets, et à savoir de les réduire. Maintenant, on connaît une bonne partie des techniques qu'utilisent les entreprises pour nous faire vendre leurs produits sous le label écologique. Mais comment on fait pour ne pas se faire avoir? Eh bien justement, on ne va pas avoir le choix. Il va falloir user de son esprit critique. C'est la parade numéro 1. Il est maintenant à peu près certain que l'on ne va plus réagir de la même manière en voyant un produit tout vert, sachant qu'on sait que la couleur verte n'est pas forcément liée à quelque chose de bon pour l'environnement. Je fais ici référence à McDonald's qui a changé juste en France son logo passant d'un fond rouge à un fond vert, alors que le fond rouge est toujours aux États-Unis. Il s'agit finalement d'être incrédule sur les images que l'on nous donne à voir. On nous affirme quelque chose? Dans le doute, on est vigilant. Tout n'est pas faux, mensonger ou grossier dans les messages transmis par les firmes, mais une part plus ou moins grande des arguments écologiques qui sont avancés par elles sont exagérés ou trompeurs. La deuxième préconisation que je peux vous transmettre, c'est de faire confiance aux labels fiables. Mais un label fiable, c'est quoi? C'est un label qui certifie des produits selon un cahier des charges strict. Malheureusement, ils ne sont pas tous et ça peut rendre la tâche un petit peu compliquée. Par exemple, ces deux labels sont fiables. Ils certifient tous les deux une production qui a été réalisée sous le mode de l'agriculture biologique. Celui-ci, c'est le français et celui-là est européen. Ces deux-là sont fiables, contrairement à la certification HVE, haute valeur environnementale, qui a un cahier des charges pour l'instant très peu strict. Surtout, il faut se méfier des labels que l'on ne connaît pas, en particulier ceux qui sont spécifiques à une marque. Certaines jouent avec cette ambiguïté en utilisant des labels qui semblent être vrais, alors qu'elles ne sont pas les vrais, ce ne sont pas les vrais labels. On peut d'autant se méfier que si elles utilisent un label maison, c'est qu'elles n'ont pas réussi à avoir celui qui a un cahier des charges strict.
Tiens, dernière chose, je voulais vous parler d'une initiative intéressante lancée par plusieurs associations et qui s'appelle le prix Pinocchio. Chaque année, sur un site dédié, il récompense l'entreprise qui a le plus abusivement utilisé l'argument écologique. C'est un grand producteur d'engrais chimiques qui a gagné le prix Pinocchio 2022. Cette firme s'appelle Rana. Bon, je vous rassure, hein, je ne connaissais pas son existence avant de travailler sur cet épisode. Leur exploit greenwashing, c'était d'affirmer que ce qu'elle vendait était l'invention qui avait permis de sauver le plus d'humains. En tout cas, je peux vous inviter, je peux vous conseiller à aller voir cette initiative intéressante. Le lien se trouve dans la description. En tout cas, si vous avez des idées en tête d'entreprises qui ont abusé de l'argument écologique, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Pour terminer cet épisode sur le greenwashing, je voulais vous parler des effets pervers de celui-ci. Après tout, on pourrait se dire que c'est juste du commerce, finalement, c'est pas grand-chose. En quoi ça impliquerait quoi que ce soit de faire du greenwashing? Eh bien, plus précisément, je vais vous donner 4 conséquences négatives de cette pratique. D'abord, cela joue sur la méfiance des consommateurs envers les questions écologiques. Ils deviennent alors persuadés que l'écologie, ce n'est qu'une question d'image et un argument marketing, plutôt qu'un enjeu du siècle. La deuxième conséquence est environnementale. Le fait qu'on ne sache pas précisément qui a une démarche vertueuse, on finit par consommer des produits qui sont faussement écologiques. Autrement dit, qu'ils ne le sont pas du tout. Troisièmement, les startups qui ont réellement un intérêt pour la question environnementale doivent déployer des moyens de communication encore plus conséquents. Si tout le monde utilise les mêmes arguments, c'est effectivement plus compliqué. Donc finalement, la faute revient un peu aux marques qui abusent de l'argument écologique et donc qui ne jouent pas le jeu. Enfin, le greenwashing nuit aux actions de sensibilisation des associations et des instances institutionnelles qui sont réellement soucieuses du bien-être de la planète. On s'approche de la fin de cet épisode. Je peux vous inviter à vous rendre dans la description pour aller voir les sources qui m'ont permis de l'écrire. C'est donc la fin de cet épisode, mais aussi la fin de cette saison et même encore, tout simplement, la fin de cette émission. Je voulais donc adresser quelques mots devant cette caméra. D'abord, remercier chaleureusement Stephen Combe. Voilà, je te remercie de m'avoir accueilli sur cette très belle chaîne, donc de m'avoir permis de vivre cette expérience unique sur AR1. Merci également pour ta gentillesse et ta persévérance dans ces 6 ou 7 années sur cette chaîne. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement Romain Lucas qui est certainement en train de regarder cet épisode. Voilà, je te remercie pour ta confiance, de m'avoir proposé ce projet. Tu sais combien cette confiance et cette amitié sont importantes. Il y a aussi 2 autres personnes que j'ai envie de remercier, c'est mes parents, voilà, qui me laissent vivre de cette passion de la création de contenu librement. Je crois que j'ai presque terminé. Je vais aussi vous remercier vous, les peut-être 100 ou 200 personnes qui sont à regarder ces épisodes. Voilà, donc merci pour votre fidélité, pour ceux qui viennent ponctuellement ou un peu plus occasionnellement. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Si ce n'est qu'on va peut-être se retrouver bientôt, en tout cas pendant l'été. Je souhaite aussi un très bon dernier journal, dis donc les choses se combinent bien, à Stephen Combe qui aura lieu donc la semaine prochaine, dimanche à 10 h. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Salut! Dimanche prochain à 10 h, retrouvez le journal de Stephen Combe pour analyser l'actualité des derniers jours avec nos reportages, nos rubriques et magazines.